L'océan Pacifique s'étend comme un immense cordeau depuis les côtes glaciales de l'Alaska jusqu'aux mers subantarctiques, des falaises volcaniques du Japon aux plages de corail du Panama. Avec plus de 165 millions de kilomètres carrés de surface, il dépasse en superficie tous les continents de la planète réunis. Traversé par l'équateur, coupé par le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, divisé par la ligne internationale de changement de date, cet océan est en lui-même un monde dans le monde. Son nom a été choisi en 1520 par Ferdinand Magellan, lorsqu'après avoir franchi le détroit orageux qui porte aujourd'hui son nom, il trouva des eaux calmes de l'autre côté. Mer Pacifique, l'appela-t-il. Mais cette quiétude n'était qu'une illusion. Sous cette surface, le Pacifique cache la géologie la plus violente de la planète, les abysses les plus profonds de la Terre, les écosystèmes les plus complexes de la biosphère et des mystères restés sans réponse après des siècles d'exploration. Plus de 80% du plancher océanique du Pacifique n'a pas été cartographié en détail. Sur une planète où les satellites ont photographié la surface de Mars avec une résolution supérieure à celle du fond de nos propres océans, le Pacifique reste, dans un sens très concret, un territoire inexploré. Et ce qui a été découvert dans la petite portion explorée dépasse, dans de nombreux cas, toute attente raisonnable. La distance entre la côte de Lima, au Pérou, et les côtes des Philippines est d'environ 18 000 km à vol d'oiseau. La planète Mars a un diamètre d'environ 6 800 km. Le Pacifique, d'une côte à l'autre sur son axe le plus large, fait plus du double du diamètre de Mars. Si l'océan Pacifique était vidé et que toute la terre du monde y était déposée, y compris toutes les montagnes, il resterait encore une partie d'océan non remplie. Cette dimension n'est pas seulement géographique, elle est aussi biologique, climatique, historique et culturelle. Aucune autre caractéristique géographique sur Terre ne concentre une telle diversité de phénomènes dans un seul système. Les cultures des côtes du Pacifique ont toujours eu une relation différente avec l'océan par rapport aux cultures de l'intérieur des terres. Pour les pêcheurs des communautés côtières du Japon, du Pérou, des Philippines ou du nord-ouest de l'Amérique du Nord, le Pacifique n'était pas un obstacle, mais le substrat de la vie quotidienne. Leurs saisons, leurs courants, les migrations des poissons et les schémas de tempête étaient des connaissances transmises de génération en génération avec une précision longtemps sous-estimée par la science occidentale. Les calendriers écologiques des communautés de pêche traditionnelles du Pacifique, qui relient la floraison de certaines plantes terrestres à l'arrivée de bancs de poissons spécifiques, ou l'apparition de certains oiseaux à l'arrivée de certaines tempêtes, représentent des systèmes de connaissances empiriques accumulés pendant des siècles, qui se sont parfois révélés plus précis que les prévisions des modèles climatiques modernes à l'échelle locale. Le Pacifique est entouré du soi-disant anneau de feu, une chaîne de zones de subduction, de volcans actifs et de failles tectoniques qui s'étend sur environ 40 000 km et concentre environ 75% des volcans actifs de la planète. 90% des tremblements de terre mondiaux y surviennent. Et parmi eux, presque tous ceux d'une magnitude supérieure à 8. Le mécanisme est précis et brutal. Les plaques tectoniques du Pacifique, les plus grandes du monde avec plus de 100 millions de kilomètres carrés, entrent constamment en collision avec les plaques continentales voisines. La plaque du Pacifique s'enfonce sous la plaque nord-américaine au large des côtes de l'Alaska et du Japon. La plaque de Nazca plonge sous l'Amérique du Sud. La plaque philippine disparaît sous la plaque eurasienne. Cette subduction n'est pas silencieuse. Elle génère une pression cumulative qui se libère sous forme de tremblements de terre, d'une magnitude catastrophique et d'éruptions volcaniques pouvant modifier le climat planétaire pendant des années. Le séisme de Valdivia en 1960 fut le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire de la sismologie. Avec une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter, il secoua le sud du Chili pendant plus de 10 minutes. Il provoqua un tsunami qui, 15 heures après le séisme initial,
atteignit les côtes du Japon avec des vagues pouvant atteindre 6 mètres, tuant des centaines de personnes à plus de 17 000 km de l'épicentre. Le Pacifique agit comme un gigantesque bassin. Lorsque quelque chose perturbe son fond, les vagues se propagent dans toutes les directions avec une efficacité terrifiante. Le Japon, situé à l'intersection de 4 plaques tectoniques, a construit une civilisation entière adaptée à cette instabilité permanente. Les bâtiments avec amortisseurs sismiques, les exercices d'évacuation dès l'enfance, l'architecture antisismique représentent des millénaires de coexistence forcée avec un sol qui tremble. Mais même avec toute cette préparation, le tremblement de terre et le tsunami de 2011 ont fait près de 20 000 morts et ont provoqué la fusion de 3 réacteurs nucléaires à Fukushima. L'anneau de feu ne négocie pas. Dans l'arc volcanique du Pacifique Nord, les îles Aléoutiennes forment une chaîne de plus de 300 volcans s'étendant de l'Alaska jusqu'au Kamtchatka. Beaucoup d'entre eux sont encore actifs. Dans le Pacifique Sud, le Vanuatu, Tonga et les îles Salomon sont ponctués de volcans qui modifient en permanence la géographie de la région. En 2022, l'éruption sous-marine du volcan Hunga Tonga Hunga Ha'apai a généré la plus grande explosion atmosphérique enregistrée depuis l'éruption du Krakatoa en 1883. L'onde de choc a fait le tour de la planète 2 fois et a été détectée par les stations météorologiques de chaque continent. Mais le Pacifique construit aussi. Les volcans sous-marins accumulent la lave couche par couche jusqu'à émerger sous forme d'îles. Hawaï en est l'exemple le plus connu. Un archipel formé sur un point chaud, statique, tandis que la plaque pacifique se déplace lentement vers le nord-ouest. La grande île d'Hawaï continue de croître actuellement. Le volcan Kilauea est en éruption presque continue depuis 1983, ajoutant de nouveaux hectares de roches basaltiques au territoire de l'île. Les îles hawaïennes sont en réalité le sommet de gigantesques monts sous-marins. Mesuré de sa base sur le plancher océanique jusqu'à son sommet, le Mauna Kea dépasse l'Everest en hauteur. Les premières documentations de grands séismes dans le Pacifique proviennent de sources très diverses. Les cultures côtières du Japon, du Chili, du Pérou et du Nord-Ouest américain conservent des traditions orales et des archives écrites de tsunamis dévastateurs remontant à plusieurs siècles. Le séisme et le tsunami de Cascadia de 1700, qui ont détruit des villages côtiers dans le nord-ouest de l'Amérique du Nord et généré un tsunami qui a traversé le Pacifique et causé des dégâts au Japon, ont été reconstruits à partir de l'analyse des cernes de croissance d'arbres morts, des dépôts sédimentaires dans les marais côtiers, des légendes des nations de Cascadia de l'Amérique du Nord-Ouest et de documents japonais enregistrant l'arrivée des vagues de tsunami sans aucun tremblement perceptible préalable. Cette triangulation de preuves issues de cultures et de disciplines distinctes pour reconstituer un événement non consigné par une source écrite directe est l'un des exemples les plus remarquables de géologie historique du Pacifique. La subduction de la plaque Huan de Fuca sous la plaque nord-américaine, au large de la côte nord-ouest des États-Unis et du Canada, a périodiquement généré des séismes de magnitude 9 ou plus au cours des 10 000 dernières années. Le dernier a eu lieu en 1700. Compte tenu du cycle de récurrence géologique, la région est dans un état de tension accumulée qui pourrait se libérer à tout moment, avec des conséquences catastrophiques pour des villes comme Seattle, Portland, Vancouver et Victoria. Les systèmes d'alerte précoce au tsunami dans le nord du Pacifique se sont considérablement améliorés depuis le tremblement de terre de l'océan Indien en 2004. Mais la préparation de la population et les infrastructures d'évacuation dans de nombreuses zones côtières du Pacifique restent insuffisantes pour un événement de pleine magnitude. Si la ceinture de feu représente la violence active du Pacifique, les grandes fosses océaniques représentent sa dimension la plus silencieuse et la plus extrême. Ce sont les blessures de la planète, des fosses de plusieurs kilomètres creusées par la subduction d'une plaque sous une autre, où le plancher océanique disparaît dans des profondeurs longtemps considérées comme inhabitables.
La fosse des Mariannes, dans le Pacifique occidental, est le point le plus profond connu des océans terrestres. Le Challenger Deep, son abîme le plus profond, atteint 10 935 mètres sous la surface. Pour mettre ce chiffre en perspective, si le mont Everest était placé au fond de cette fosse, son sommet serait à plus d'1 kilomètre sous l'eau. La pression dans le Challenger Deep dépasse 1000 kg par centimètre carré, soit plus de 1000 fois la pression atmosphérique à la surface. L'exploration du Challenger Deep a été historiquement plus difficile que l'exploration de l'espace extra-atmosphérique. Seules quelques personnes y sont descendues. En 1960, le bathyscaphe Trieste, piloté par Don Walsh et Jacques Piccard, effectua la première descente jusqu'aux profondeurs maximales. Il leur fallut 5 heures pour descendre et 20 minutes pour remonter. En arrière-plan, dans cet environnement qui semblait incompatible avec toute forme de vie, ils observèrent un poisson plat se déplaçant dans les sédiments. La fosse n'était pas vide. En 2012, le réalisateur James Cameron descendit en solo dans le Challenger Deep à bord du Deep Sea Challenger. L'expédition avait également une composante scientifique sérieuse. Elle a collecté des échantillons de sédiments, filmé l'environnement en haute définition et documenté des dizaines d'organismes. Des microplastiques ont été trouvés dans ces échantillons de sédiments. La contamination humaine avait atteint l'endroit le plus profond de la planète, avant même qu'il soit sérieusement exploré. La fosse des Mariannes n'est pas seule. Le Pacifique abrite certaines des fosses océaniques les plus profondes du monde. La fosse des Tonga, au sud-ouest, atteint plus de 10 800 mètres et est la plus sismiquement active de toutes. La fosse Kuriles-Kamtchatka, au large des côtes orientales de la Russie et du Japon, atteint 10 542 mètres et concentre l'une des zones de subduction les plus actives de la planète, responsable de séismes réguliers de grande magnitude. La fosse des Philippines, la fosse Izu-Ogasawara, la fosse Kermadec près de la Nouvelle-Zélande. Le Pacifique accumule une géométrie d'abîmes en chaîne que nul autre océan ne possède. Dans ces profondeurs extrêmes où l'obscurité est totale et la pression écrase toute structure non préparée à la supporter, la vie a trouvé des moyens de persister qui défient les intuitions précédentes de la biologie. Les hadals, organismes qui habitent les fosses au-delà de 6000 mètres de profondeur, ne sont pas des curiosités évolutives isolées. Ce sont des communautés entières, des bactéries chimio-autotrophes qui obtiennent leur énergie à partir de composés soufrés plutôt que de la lumière du soleil, des polychètes qui rampent à travers les sédiments, des amphipodes géants pouvant atteindre 34 cm de longueur, des concombres de mer qui glissent au fond dans l'obscurité totale. La fosse des Mariannes possède ses propres espèces endémiques, spécifiquement adaptées à ces conditions qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Les amphipodes géants des fosses profondes représentent l'un des phénomènes les plus frappants de la biologie marine. Dans des conditions normales, les amphipodes sont de petits crustacés de quelques millimètres de long. Dans les fosses hadales, certains atteignent des tailles plusieurs dizaines de fois plus grandes. Ce phénomène, connu sous le nom de gigantisme abyssal, se produit dans plusieurs groupes d'invertébrés habitant les profondeurs extrêmes et semble être lié à la pression, à la température, à la disponibilité de l'oxygène et au métabolisme ralenti imposé par ces conditions. Le facteur déterminant parmi ces éléments fait encore l'objet d'études actives. En 1977, le navire océanographique Alvin a descendu à une profondeur de 2500 mètres au large des îles Galapagos. Les scientifiques à bord recherchaient des signes d'activité géothermique au fond du Pacifique oriental. Ce qu'ils ont découvert a changé la biologie et, dans une certaine mesure, la façon dont la science conçoit la possibilité de la vie sur d'autres mondes. Au fond de l'océan, dans l'obscurité totale et sous une pression écrasante, ils ont trouvé des oasis de vie autour de fissures dans le plancher océanique par lesquelles l'eau chauffée par le magma émergeait à des températures dépassant 400 degrés Celsius. Autour de ces fissures, sans aucun accès à la lumière du soleil,
prospéraient des communautés biologiques denses et diversifiées. Des vers tubulaires pouvant atteindre 2 mètres de longueur, des crabes blancs et aveugles, des palourdes géantes, des crevettes, des poissons. Une chaîne alimentaire entière fonctionnant dans l'obscurité totale, basée non sur la photosynthèse mais sur la chimiosynthèse. Des bactéries qui obtiennent de l'énergie en oxydant les composés soufrés provenant des sources hydrothermales. Ces cheminées hydrothermales du Pacifique ont prouvé que la vie n'a pas besoin du soleil pour exister. Le paradigme qui dominait la biologie depuis des siècles était remis en question. Depuis, des centaines de ces écosystèmes ont été découverts dans le Pacifique et dans d'autres océans. Chacun possède sa propre composition chimique, sa propre température, sa propre faune. Et dans chacun, la vie a trouvé des moyens spécifiques pour exploiter l'énergie chimique disponible. Les cheminées hydrothermales connues sous le nom de fumeurs noirs sont les plus spectaculaires. Elles émettent des colonnes d'eau presque bouillantes chargées de minéraux sombres qui précipitent au contact de l'eau froide environnante, créant des structures tubulaires pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur. Autour de ces colonnes, les vers tubulaires Riftia pachyptila croissent à une vitesse extraordinaire pour des invertébrés. Ils peuvent ajouter jusqu'à 85 cm de longueur par an. Ils n'ont ni bouche, ni système digestif. Ils survivent exclusivement grâce aux bactéries chimiosynthétiques qui vivent en symbiose dans leurs tissus. Les implications de cette découverte pour l'astrobiologie sont immédiates. Si la vie peut prospérer dans l'obscurité totale, sous des pressions extrêmes, se nourrissant d'énergie chimique sans besoin de lumière solaire, alors les océans souterrains de lune tels qu'Europe, autour de Jupiter ou Encelade, autour de Saturne, deviennent de sérieux candidats pour accueillir des formes de vie. Europe possède un océan liquide sous sa croûte glacée, qui pourrait contenir des cheminées hydrothermales semblables à celles du Pacifique. Il ne s'agit pas de spéculation poétique. C'est une hypothèse de travail actif dans divers programmes d'exploration planétaire. Le Pacifique possède également ses fumeurs froids, des sources de méthane et de sulfure d'hydrogène qui émergent à des températures proches de celles de l'eau environnante. Autour d'eux se forment des communautés tout aussi denses, dominées par des espèces différentes. Les moules et les palourdes géantes dans les sources froides accumulent des bactéries dans leurs branchies avec lesquelles elles maintiennent une relation symbiotique analogue à celle des vers tubulaires. Ce sont des organismes qui ont résolu le problème de la nutrition dans des environnements sans photosynthèse de manière complètement indépendante, suggérant que ce type de solution est évolutivement accessible à partir de différents points de départ. À la surface, le Pacifique possède également ses mondes parallèles. Le triangle de corail, délimité par l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, les îles Salomon, le Timor oriental et la Malaisie, couvre seulement 1,6% de la surface océanique mondiale, mais abrite 76% des espèces de coraux connues, plus de 37% des poissons de récifs de la planète et un tiers de tous les poissons marins de la Terre. En termes de densité biologique, il représente ce que le bassin amazonien représente pour les écosystèmes terrestres. Les coraux ne sont ni des plantes ni des roches. Ce sont des animaux coloniaux, structurellement simples, qui construisent des squelettes calcaires en accumulant des couches de carbonate de calcium génération après génération pendant des milliers d'années. Un récif corallien est un édifice biologique construit par des animaux de la taille d'un grain de riz qui coexistent en symbiose avec des algues microscopiques, les oxanthelles, logées dans leurs tissus. Les algues réalisent la photosynthèse et fournissent au corail jusqu'à 90% de son énergie. En retour, le corail fournit aux algues un abri et les composés azotés nécessaires à leur croissance. Cette alliance fonctionne depuis au moins 500 millions d'années. La grande barrière de corail australienne, bien que techniquement située dans le sud-ouest du Pacifique et la mer de Corail, est le plus grand organisme vivant de la planète,
visible depuis l'espace. Elle s'étend sur plus de 2300 km au large de la côte du Queensland et comprend plus de 2900 récifs individuels et 900 îles. Elle abrite 1500 espèces de poissons, 4000 types de mollusques, 240 espèces d'oiseaux, 6 des 7 espèces de tortues marines de la planète et des populations de dugongs. C'est également l'un des écosystèmes les plus menacés par le réchauffement des océans. Le blanchissement massif des coraux, causé par des températures de surface anormales qui rompent la symbiose entre le corail et ses algues, a affecté d'immenses sections de la barrière au cours des 2 dernières décennies. Le triangle de corail abrite certains des phénomènes de reproduction les plus spectaculaires du monde marin. Une fois par an, déclenchés par la température de l'eau, la phase de la Lune et la durée du jour, les coraux d'une région entière synchronisent leur reproduction et libèrent simultanément des millions de gamètes dans l'eau, dans ce que l'on appelle la tempête de neige des récifs. Cet événement synchronisé, qui peut durer des heures sur certains récifs, sature l'eau d'une densité d'œufs et de spermatozoïdes qui maximise les chances de fécondation. Le mécanisme exact par lequel des organismes dépourvus de système nerveux central coordonnent cet événement sur une échelle de centaines de kilomètres carrés est encore étudié. Au sein du triangle de corail, certaines des interactions écologiques les plus complexes connues se produisent également. Le poisson perroquet, avec son bec calcifié, ronge le corail vivant pour en extraire les algues et excrète le carbonate de calcium sous forme de sable blanc. Les plages de sable blanc de nombreux atolls du Pacifique ne sont pas le résultat de l'érosion des roches. Ce sont des excréments de poissons perroquets. Un seul individu de grande taille peut produire plusieurs centaines de kilogrammes de sable par an. Sans les poissons perroquets, les récifs seraient recouverts d'algues et les coraux mourraient par manque de lumière. L'architecture d'un écosystème dépend, dans ce cas, de l'activité digestive d'un poisson. Les requins du Pacifique représentent l'un des groupes les plus méconnus et les plus menacés de l'océan. Parmi les quelques 500 espèces de requins connues, une proportion significative habite le Pacifique. Le requin marteau, le requin soyeux, le requin océanique à pointe blanche et le requin mako à nageoires courtes font partie des espèces d'eaux ouvertes du Pacifique qui ont été décimées par la pêche de masse, en particulier par la pratique du finning. Attraper le requin, lui couper les nageoires et rejeter le corps vivant dans l'océan, où il meurt. Les nageoires sont séchées et vendues pour la soupe d'aileron de requin, un plat traditionnel dans plusieurs cultures asiatiques. La demande a conduit à la surpêche des requins dans tout le Pacifique. Certaines populations de requins océaniques à pointe blanche, que Jacques Cousteau décrivait dans les années 1950 comme probablement les animaux les plus nombreux des eaux ouvertes du Pacifique, ont diminué de plus de 95% au cours des dernières décennies, selon les estimations disponibles. Cependant, les requins ne sont pas seulement des prédateurs. Ce sont des régulateurs écologiques qui maintiennent la structure des écosystèmes marins en contrôlant les populations de leurs proies. L'élimination des requins de récifs dans le Pacifique a entraîné des explosions de populations de poissons-proies qui, à leur tour, ont exercé une pression sur les populations de poissons herbivores, permettant l'expansion des algues sur les coraux. Cette cascade trophique, documentée sur plusieurs récifs du Pacifique tropical, illustre comment l'élimination d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire peut déclencher des transformations à plusieurs niveaux de l'écosystème. Le Pacifique n'est pas un corps d'eau statique. C'est un système de courant en mouvement constant qui transporte chaleur, nutriments, sel et vie sur de grandes distances océaniques. Ces courants constituent, fonctionnellement, le système circulatoire de la planète. Ils distribuent l'énergie solaire absorbée par les tropiques de manière inégale vers les latitudes polaires, modèrent le climat continental et régulent les cycles biogéochimiques mondiaux. Le courant Kuroshio, qui longe les côtes du Japon vers le nord-est,
est l'équivalent pacifique du Gulf Stream atlantique. Il transporte l'eau chaude tropicale vers les latitudes tempérées nord avec une vitesse pouvant atteindre 4 nœuds et un débit de 50 millions de mètres cubes par seconde, soit plus de 25 fois le débit combiné de tous les fleuves de la planète. Son influence modère le climat du Japon, de la Corée, du nord de la Chine et de la côte ouest de l'Amérique du Nord et maintient certaines des zones de pêche les plus productives du monde à ses marges, où l'eau chaude qu'il transporte rencontre des eaux froides et riches en nutriments. Le courant de Californie, qui descend le long de la côte ouest de l'Amérique du Nord, entraîne de l'eau froide du nord vers l'équateur. Ce faisant, il provoque un phénomène connu sous le nom de remontée côtière, upwelling. L'eau de surface est déplacée vers le large par les vents et l'effet Coriolis, et l'eau profonde, froide et riche en nutriments remonte pour la remplacer. Cette remontée fertilise la zone côtière et transforme la côte de la Californie, de l'Oregon et du nord du Mexique en l'une des régions marines les plus productives de la planète, soutenant des pêcheries importantes de saumon, thon, calmar et sardines. Le Pacifique abrite également le grand courant tournant du nord, le gyre du Pacifique Nord, North Pacific Gyre, une lente rotation de centaines de milliers de kilomètres carrés d'eau qui circule dans le sens des aiguilles d'une montre. Au centre de ce gyre, où les mouvements convergent, accumulent ce qui flotte à la surface, s'est formé le Great Pacific Garbage Patch. Ce n'est pas une île de plastique solide, mais une accumulation diffuse de microplastiques et de fragments plastiques en suspension, couvrant une surface estimée entre 700 000 et 1,6 million de kilomètres carrés selon la méthode d'estimation. C'est le résultat direct de décennies de déversement de plastique dans les océans. Des microplastiques ont été trouvés dans le tube digestif des poissons des grands fonds, dans les sédiments du Challenger Deep, dans le tissu adipeux des épaulards et dans le sang des tortues marines. El Niño et la Niña sont les phénomènes climatiques naturels les plus influents de la planète, et tous deux ont leur origine dans le Pacifique tropical. Dans des conditions normales, les alizés soufflent d'est en ouest le long de l'équateur, poussant l'eau de surface chaude vers le Pacifique occidental et permettant à l'eau froide de remonter dans le Pacifique oriental. Lors d'un événement El Niño, ces vents s'affaiblissent ou s'inversent. L'eau chaude dérive vers le Pacifique central et oriental, et les régimes de précipitation et de température se réorganisent à travers la planète. Sécheresse en Australie et en Indonésie, inondations dans le nord du Pérou et de l'Équateur, réduction de la saison des ouragans dans l'Atlantique et réchauffement des côtes sud-américaines sont des conséquences documentées d'un seul cycle El Niño. La Niña fonctionne dans la direction opposée, renforçant les modèles normaux avec des conséquences tout aussi drastiques dans l'autre sens. En dessous de 200 mètres de profondeur, où la lumière du soleil ne pénètre plus avec une intensité suffisante pour soutenir la photosynthèse, commence la zone mésopélagique, puis plus bas, la zone bathysopélagique, l'abyssopélagique et enfin la zone adalpélagique dans les tranchées les plus profondes. L'océan profond, considéré dans son ensemble, est le plus grand habitat de la Terre. Il occupe plus de 95% du volume total des océans de la planète. Et c'est, de loin, le moins connu. Dans la zone mésopélagique, entre 200 et 1000 mètres, se produit l'une des migrations massives les plus extraordinaires de la planète, pratiquement invisible pour les humains car elle se déroule dans l'obscurité. Chaque nuit, des centaines de millions de tonnes de zooplancton, de poissons lanternes, de calmars et d'autres organismes remontent des profondeurs à la surface pour se nourrir du phytoplancton qui prospère dans les couches éclairées. À l'aube, ils retournent dans les profondeurs. Ce cycle se répète toutes les 24 heures dans tous les océans du monde. C'est la plus grande migration verticale de la biosphère et elle a des conséquences importantes pour le cycle global du carbone, car les organismes qui remontent à la surface pour se nourrir absorbent du carbone organique et le transportent vers les profondeurs lorsqu'ils redescendent ou meurent.
Le requin bouche grande, découvert accidentellement en 1976, lorsqu'un navire de la marine américaine a soulevé une de ses ancres avec un spécimen emmêlé, reste l'un des animaux les plus énigmatiques du Pacifique. Bien qu'il puisse dépasser 5 mètres de longueur, il a fallu des décennies pour l'observer vivant dans son environnement naturel. C'est un filtreur pélagique qui se nourrit de plancton, comme les requins-baleines et les requins pèlerins, mais avec une biologie et un comportement très différents. On estime qu'il effectue des migrations verticales quotidiennes, restant à des profondeurs supérieures à 150 mètres pendant la journée et remontant dans les eaux de surface la nuit. À ce jour, à peine une centaine d'observations confirmées ont été enregistrées dans le monde entier. Le calmar colossal, Mesonychotetis hamiltoni, est le plus grand invertébré existant. Il peut dépasser 12 mètres de longueur et peser plus de 500 kg. Il habite les profondeurs du Pacifique et de l'océan austral. Ce que l'on sait de lui provient presque exclusivement de spécimens morts ou mourants trouvés en surface et des becs retrouvés dans l'estomac des cachalots. Le premier spécimen, photographié vivant, a été capturé en 2004 dans un piège appâté à 900 mètres de profondeur par une équipe de chercheurs japonais. Les images ont montré l'animal attaquant l'appât avec une agilité que personne n'avait anticipée. Leur comportement dans leur habitat naturel, leur route migratoire et leur cycle de reproduction restent pratiquement inconnus. Le requin gobelin Mitsukurina houstoni est un autre des fantômes des profondeurs du Pacifique. Avec son museau aplati et allongé caractéristique, rempli d'électrorécepteurs pour détecter les proies dans l'obscurité et sa mâchoire projetable qui se lance en avant pour capturer sa proie, il est l'un des prédateurs les plus spécialisés des grands fonds. Il appartient à une lignée vieille de plus de 125 millions d'années dans les archives fossiles. Il a été trouvé à des profondeurs comprises entre 270 et 1300 mètres, principalement dans le Pacifique et l'Atlantique. Mais très peu de choses sont connues sur son écologie, son abondance ou son comportement. La plupart des spécimens connus ont été capturés accidentellement par des chaluts en haute mer. La bioluminescence, la capacité de produire de la lumière par des réactions chimiques, est beaucoup plus répandue dans l'océan profond qu'on ne l'a longtemps cru. On estime que 76 à 90% des organismes de l'océan profond sont capables de produire de la lumière. Les poissons lanternes, qui représentent probablement la plus grande biomasse de vertébrés sur Terre lorsqu'on les considère dans leur ensemble, utilisent des rangées de photophores sur leur ventre pour contrer leur silhouette contre la faible lumière venant d'en haut, les rendant moins visibles pour les prédateurs qui regardent vers le haut. La méduse Atolawivillei, avec sa couronne rouge cramoisie, émet un signal lumineux lorsqu'elle est attaquée qui agit comme une alarme, attirant des prédateurs plus grands qui effraient l'attaquant. C'est une stratégie connue sous le nom d'alarme de cambrioleur. L'organisme en danger fait appel à un prédateur plus grand pour intervenir. Le poisson barlet, Macropina microstoma, a la tête enveloppée dans un dôme transparent, rempli de liquide, à l'intérieur duquel ses yeux tubulaires peuvent tourner dans différentes directions. Pendant des décennies, on a cru que ses yeux ne regardaient que vers le haut, détectant les silhouettes contre la faible lumière au-dessus. Des images prises par le Monterey Bay Aquarium Research Institute en 2004 avec un submersible télécommandé ont montré que les yeux peuvent également tourner vers l'avant, permettant au poisson de regarder directement à travers le dôme transparent de sa tête. Les spécimens observés dans des aquariums avant ces images avaient perdu leur dôme lors de la capture, ce qui rendait difficile la compréhension de l'anatomie réelle de l'animal. Le Pacifique n'est pas seulement un mystère biologique et géologique. Il est aussi une archive de mystères historiques. Son énorme taille, sa distance par rapport aux ports européens et la sévérité de ses tempêtes ont fait de sa navigation une entreprise à risque extrême pendant des siècles. De nombreux navires ayant tenté de le traverser ne sont pas revenus, et certains de ces naufrages n'ont jamais été retrouvés.
La disparition d'Amelia Earhart en juillet 1937 est l'un des mystères aéronautiques les plus étudiés du XXe siècle. Earhart et son navigateur Fred Noonan tentaient de réaliser le premier tour du monde le long de l'équateur. Le dernier tronçon du voyage les a menés de Lae, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la minuscule île Howland, dans le Pacifique central, un point d'à peine 2 km² au milieu de l'océan. La communication radio a été interrompue alors que l'avion était encore en vol. Ni les corps ni l'épave du Lockheed Electra n'ont jamais été retrouvés. Les hypothèses sur leur sort final sont multiples et aucune n'a été confirmée de manière définitive. De l'amérissage d'urgence et de la mort de faim sur un atoll isolé à la capture par les troupes japonaises, en passant par des erreurs de navigation qui les auraient fait s'écraser dans l'océan. Des expéditions récentes sur l'île de Nikumaroro ont trouvé des artefacts pouvant appartenir à l'expédition. Mais les preuves restent ambiguës. Le vol Malaysia Airlines MH370, disparu en mars 2014, est un exemple contemporain de la capacité du Pacifique et de l'océan Indien à dissimuler un objet aussi grand qu'un avion de ligne. Bien que le trajet final de l'avion l'ait conduit au-dessus de l'océan Indien et non du Pacifique, l'affaire a montré combien le plancher océanique de l'hémisphère sud reste encore peu cartographié en détail. Les recherches sous-marines pour le MH370 ont produit certaines des cartes les plus détaillées du fond de l'océan Indien méridional jamais réalisées, bien qu'elles aient été un sous-produit de la recherche et non l'objectif principal. L'avion n'a pas été retrouvé. L'USS Indianapolis est l'un des naufrages les plus tragiques de l'histoire de la marine américaine. En août 1945, le croiseur lourd a été torpillé par un sous-marin japonais dans le Pacifique central alors qu'il revenait de la livraison des composants de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Environ 900 survivants sont restés dans l'eau pendant près de 4 jours avant d'être secourus. À l'arrivée de l'aide, seulement 316 étaient encore vivants. Les attaques de requins pendant ces jours, ainsi que l'hypothermie, la déshydratation et les blessures, ont réduit de manière dramatique le nombre de survivants. L'épave du navire n'a été localisée qu'en août 2017, à une profondeur de plus de 5500 mètres. Le Pacifique a également été le théâtre de l'un des naufrages les plus singuliers de l'histoire, celui du baleinier Essex, en novembre 1820. Le navire a été percuté, écoulé par un grand cachalot mâle à plus de 2000 milles nautiques à l'ouest des côtes de l'Amérique du Sud. L'équipage a survécu dans 3 canots de sauvetage pendant 90 jours dans le Pacifique ouvert avant d'être secouru. Seuls 8 des 20 membres d'équipage originaux ont survécu. L'histoire de l'Essex a directement inspiré Herman Melville pour écrire Moby Dick. Mais la question que cet incident a soulevée pour les biologistes marins, savoir si les cachalots peuvent coordonner des comportements d'attaque délibérés contre les navires, reste débattue. Le triangle du dragon, également appelé mer du diable ou triangle Formosan, est une zone du Pacifique occidental au large du Japon où la superstition populaire et la mythologie nautique japonaise ont depuis des siècles attribué la disparition des navires à des forces surnaturelles. Dans la seconde moitié du XXe siècle, des auteurs occidentaux l'ont comparé au triangle des Bermudes et l'ont présenté comme un phénomène paranormal. Les recherches océanographiques dans la région ont révélé que cette zone présente une activité volcanique sous-marine importante, des courants imprévisibles et des conditions météorologiques sévères qui expliquent les accidents, sans preuve d'un taux de disparition plus élevé que celui d'autres routes maritimes à trafic comparable. Les volcans sous-marins de la région génèrent des panaches de gaz pouvant déstabiliser les navires et provoquer leur naufrage rapide et sans laisser de traces, ce qui a pu alimenter les légendes. Les îles du Pacifique sont des laboratoires d'évolution. Isolées pendant des millions d'années par des milliers de kilomètres d'océans ouverts, leurs écosystèmes ont développé une faune et une flore qui n'existent nulle part ailleurs.
Lorsque les premiers navigateurs européens les ont atteintes, ils ont trouvé des animaux qui ne fuyèrent pas les humains car ils n'avaient jamais eu de prédateurs terrestres. Cette confiance leur a coûté l'extinction dans de nombreux cas. Hawaï est l'archipel qui présente le plus grand nombre d'espèces endémiques par rapport à sa taille, plus que partout ailleurs sur la planète. Avant l'arrivée des Polynésiens, puis des Européens, l'archipel abritait des dizaines d'espèces d'oiseaux qui n'existaient nulle part ailleurs. Par exemple, le moa nalo était un canard géant incapable de voler qui occupait la niche écologique des grands herbivores sur les îles. Il a disparu après l'arrivée des Polynésiens. Les panas, un groupe d'oiseaux nectarivores, issus d'un seul ancêtre continental ayant colonisé Hawaï il y a des millions d'années, ont diversifié leur bec de manière complètement différente pour exploiter différents types de fleurs. C'est l'un des exemples les plus cités de radiation adaptative. Sur les 54 espèces connues de panas, plus de la moitié sont déjà éteintes. Les îles Galapagos, dans le Pacifique oriental au large de l'équateur, sont le lieu où Charles Darwin a observé en 1835 les différences entre les îles, qui l'ont aidé à formuler sa théorie de la sélection naturelle. Mais les Galapagos ne sont pas seulement une icône darwinienne. Elles constituent également un écosystème extraordinairement particulier où les iguanes marins, les seuls lézards au monde se nourrissant sous l'eau, coexistent avec des otaries, des tortues géantes, des fous à pieds bleus et des cormorans ayant perdu la capacité de voler. Le courant de Humboldt apporte des eaux froides et riches en nutriments sur les côtes de ces îles tropicales, créant des conditions écologiques inhabituelles pour une latitude équatoriale et permettant à des animaux de climat froid, comme les manchots des Galapagos, de vivre à l'équateur. Les atolls du Pacifique sont la preuve vivante de la théorie de la formation des atolls proposée par Darwin lui-même. Lorsqu'un volcan océanique émerge au-dessus de la surface de la mer, les coraux colonisent ses rivages. Avec le temps, le volcan s'érode et s'enfonce lentement sous l'eau, mais le récif corallien continue de croître vers le haut pour rester près de la surface. Le résultat final est un anneau de récif, un atoll, qui marque le contour du volcan original disparu depuis longtemps sous l'océan. De nombreux atolls de Polynésie et de Micronésie se trouvent à seulement 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait certains des territoires les plus vulnérables à la montée du niveau océanique causée par le changement climatique. Certaines des îles les plus reculées du Pacifique abritent des mystères historiques non résolus. L'île de Pâques, ou Rapa Nui, située à plus de 3500 km des côtes chiliennes et à plus de 2000 km de l'île habitée la plus proche, a été colonisée par les Polynésiens approximativement entre le 4e et le 8e siècle. Sur ce morceau de roche volcanique de 163 km², une civilisation a construit et transporté 900 statues monumentales en pierre, les moai, pesant en moyenne entre 12 et 14 tonnes chacune. La plus grande statue jamais érigée pèse 86 tonnes. La façon dont elles ont été transportées sur leur plateforme sans roues, sans animaux de trait, et avec des ressources forestières limitées, ainsi que la raison pour laquelle la civilisation qui les a construites s'est effondrée avant l'arrivée des Européens en 1722, reste un sujet de débat académique. Les hypothèses vont de la déforestation autodestructrice aux épidémies, en passant par la violence interne ou même l'impact des variations climatiques régionales. En 2010, le Census of Marine Life a publié les résultats de 10 années de travail coordonnés entre plus de 2700 scientifiques provenant de 80 pays. Le recensement a documenté environ 250 000 espèces marines connues et a estimé qu'il pourrait y avoir entre 700 000 et 1 million d'espèces marines au total, dont la plupart n'avaient pas encore été formellement décrites. Le Pacifique, en raison de son étendue et de sa profondeur, abrite la plus grande proportion de cette diversité non cataloguée. Dans la zone bathypélagique du Pacifique, entre 1000 et 4000 mètres de profondeur, on estime que vivent des dizaines de milliers d'espèces d'invertébrés que la science n'a pas encore décrites.
Les polychètes, des vers segmentés d'une extraordinaire diversité morphologique, représentent l'un des groupes les plus nombreux sur le plancher océanique. Dans chaque échantillon de sédiments profonds du Pacifique, analysé avec des méthodes de séquençage génétique de nouvelle génération, apparaissent systématiquement des séquences d'ADN qui ne correspondent à aucune espèce enregistrée. Certains chercheurs estiment que pour chaque espèce décrite dans les profondeurs océaniques, il existe entre 10 et 100 espèces non décrites. Le Pacifique possède également ces animaux emblématiques dont la biologie de base reste un mystère. Le nautile, un céphalopode à coquille en spirale, dont la lignée remonte à plus de 500 millions d'années, vit dans les récifs profonds du Pacifique occidental et émerge la nuit pour se nourrir. Il est la seule lignée évolutive survivante des nautiloïdes, qui dominaient les mers au Paléozoïque. Leur reproduction, leur espérance de vie et leurs comportements sociaux ne sont pas bien compris car ils sont très difficiles à maintenir en captivité et leurs habitats en eau profonde sont inaccessibles à une observation directe prolongée. Il peut falloir 15 ans à un nautile pour atteindre la maturité sexuelle, ce qui le rend extrêmement vulnérable à la surexploitation. La méduse Turritopsis dorni, présente dans le Pacifique, est le seul animal connu capable d'inverser indéfiniment son cycle de vie. Lorsqu'elle est stressée par la maladie, la faim ou des blessures physiques, elle peut régresser de sa forme adulte sexuellement mature à un état polype juvénile. Ce processus, appelé transdifférenciation, transforme des cellules spécialisées en cellules d'un autre type. En théorie, cela pourrait être répété indéfiniment. Les implications de ce mécanisme intéressent directement la biologie cellulaire et la médecine régénérative, bien que dans l'océan ouvert, les individus finissent par être mangés avant que leur longévité potentielle ne se manifeste pleinement. Le Pacifique est la plus longue autoroute migratoire de la planète. Des millions d'animaux traversent ces eaux chaque année, parcourant des distances qui, dans certains cas, sont difficiles à concilier avec les capacités d'orientation connues de ces espèces. La baleine grise, Eschrichtius robustus, effectue la migration animale la plus longue documentée parmi les mammifères. À l'automne, elle quitte les eaux froides et riches en nutriments de la mer de Bering et de l'Arctique et parcourt la côte américaine jusqu'aux lagunes chaudes et calmes de la Basse-Californie où elle met bas. L'aller-retour peut atteindre 20 000 km. Les femelles accomplissent ce voyage enceintes à des vitesses de 3 à 5 nœuds, sans se nourrir significativement pendant des mois, soutenues uniquement par les réserves de graisse accumulées durant l'été arctique. Les baleineaux naissent dans des eaux chaudes, sans prédateurs ni courants violents, et en quelques semaines, ils doivent être prêts à retourner vers le nord avec leur mère. Le thon rouge du Pacifique, Thunus orientalis, est l'un des prédateurs pélagiques les plus rapides et les mieux adaptés à la thermorégulation dans l'océan. Contrairement à la plupart des poissons, il peut maintenir sa température corporelle de quelques degrés, au-dessus de celle de l'eau environnante, grâce à un système d'échange de chaleur dans ses vaisseaux sanguins. Cela lui permet de fonctionner efficacement dans l'eau froide, sans perdre de puissance musculaire. Le thon rouge du Pacifique migre régulièrement à travers l'océan entre ses zones de reproduction au Japon et ses zones d'alimentation dans le Pacifique Nord et le long des côtes de la Californie. Un spécimen marqué et suivi a parcouru plus de 16 000 km en moins d'un an. Sa valeur commerciale est si élevée sur les marchés de sushi japonais que cette migration transocéanique en a fait une espèce surexploitée. La tortue luth, Dermochelys coriacea, est le plus grand reptile du monde et l'un des voyageurs les plus extraordinaires du Pacifique. Elle peut dépasser 2 mètres de longueur et peser plus de 900 kg. Contrairement aux autres tortues marines, elle n'a pas de carapace osseuse, mais une peau coriace renforcée par des milliers de petits fragments osseux. Cette adaptation, combinée à sa masse corporelle et à un mécanisme de thermogenèse musculaire, lui permet de maintenir sa température corporelle dans des eaux beaucoup plus froides que celles tolérées par les autres tortues.
Les tortues luttes, qui se nourrissent au large des côtes de Californie et dans le nord du Pacifique, migrent pour se reproduire sur les plages d'Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, traversant l'ensemble du Pacifique. Certaines ont été suivies et ont parcouru plus de 20 000 km lors d'une seule traversée d'allée. L'albatros de Laysan, Phebastria immutabilis, passe la majeure partie de sa vie au-dessus des eaux du nord du Pacifique sans jamais se poser à terre. Avec une envergure pouvant atteindre 2 mètres, il peut planer pendant des heures sans battre des ailes, profitant des différences de vitesse du vent à différentes hauteurs au-dessus de la surface de la mer, dans une technique appelée vol dynamique. Les albatros de Laysan, qui se reproduisent sur l'atoll de Midway, à l'extrémité nord-ouest de l'archipel hawaïen, effectuent des trajets alimentaires qui les mènent jusqu'aux côtes japonaises et retour, parcourant des milliers de kilomètres en quelques semaines. L'individu connu le plus âgé de cette espèce, une femelle surnommée Wisdom, a été baguée en 1956 à l'âge adulte, ce qui signifie qu'en 2024, elle avait au moins 74 ans. Elle continue à se reproduire à Midway et aurait, selon les estimations, parcouru plus de 8 millions de kilomètres au cours de sa vie. Le saumon du Pacifique, dans ses 5 principales espèces, effectue une migration circulaire dans la direction opposée à la plupart des autres espèces. Il naît dans des rivières d'eau douce, migre vers l'océan, où il passe de 1 à plusieurs années, et revient mourir exactement dans la même rivière, souvent dans le même tronçon où il est né. Le mécanisme d'orientation qui permet au saumon de reconnaître l'odeur spécifique de sa rivière natale après des années passées dans le Pacifique ouvert, implique un sens de l'odorat extraordinairement fin et une mémoire chimique sans équivalent connue chez d'autres vertébrés. Lorsque les saumons remontent les rivières et meurent après la ponte, leurs corps fournissent des nutriments marins aux écosystèmes d'eau douce et terrestre à des centaines de kilomètres du rivage. Les ours, les corbeaux, les aigles et les arbres riverains qui se nourrissent des carcasses de saumon sont, en partie, des créatures du Pacifique. L'histoire de l'exploration européenne du Pacifique est marquée par une série de disparitions inexpliquées qui ont, pendant des générations, alimenté l'idée que l'océan cachait des dangers impossibles à anticiper. L'expédition de Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, partit de France en 1785 avec 2 frégates, mandatées pour une exploration scientifique et géographique. La Pérouse était l'un des navigateurs les plus méticuleux de son époque. Il envoyait des lettres et des cartes depuis différents ports du Pacifique au cours des 3 premières années de l'expédition. En 1788, il mouilla à Botany Bay en Australie, peu après l'arrivée de la première flotte britannique. Les lettres qu'il y envoya parvinrent en France. On n'entendit plus jamais parler des 2 frégates ni de leurs équipages. 40 ans plus tard, les épaves furent retrouvées sur le récif de Vanikoro, aux îles Salomon. Les circonstances exactes du naufrage, ce qui est arrivé aux survivants et combien de temps ils ont vécu sur l'île, font encore l'objet de fouilles archéologiques, sous-marines et d'analyses médico-légales qui n'ont pas encore permis de reconstituer de manière définitive les événements. La navigation dans le Pacifique posait non seulement des défis physiques, mais aussi cartographiques. Les cartes européennes du Pacifique du XVIe siècle étaient remplies de terres imaginaires. La Terra Australis Incognita, un continent méridional de proportions énormes, postulé par la géographie classique et médiévale comme nécessaire pour équilibrer les masses continentales de l'hémisphère nord, fut recherché activement par les expéditions espagnoles, néerlandaises et britanniques pendant plus de 2 siècles. Abel Tasman fit le tour de l'Australie en 1642 sans la voir et atteignit la Nouvelle-Zélande et les îles Fidji. James Cook démystifia systématiquement la légende du grand continent austral lors de son 2e voyage, entre 1772 et 1775, en franchissant le cercle antarctique et en démontrant que, si une masse terrestre existait là-bas, elle était recouverte de glace et inaccessible avec les moyens disponibles.
Mais en chemin, les explorateurs cartographièrent des archipels, des cours d'eau et des routes qui permirent le commerce et la colonisation du Pacifique. Le Pacifique fut le dernier des grands océans à être traversé par des navires humains, du moins dans le sens est-ouest. Mais avant que les Européens ne l'atteignent au XVIe siècle, les peuples polynésiens l'avaient déjà colonisé de part en part, de Taïwan à Hawaï, à Rapa Nui, et peut-être même jusqu'aux côtes sud-américaines, utilisant des embarcations à double coque, des connaissances astronomiques accumulées sur plusieurs générations et une compréhension empirique des courants, des vents, du comportement des oiseaux et des vagues, sans équivalent chez aucun autre peuple de l'époque. La navigation polynésienne n'utilisait pas d'instruments mécaniques. Les wayfinders, navigateurs spécialisés, apprenaient à lire la forme des vagues, qui changent lorsqu'elles rencontrent des îles invisibles à l'horizon. Ils connaissaient les constellations et leur position dans le ciel aux différentes saisons de l'année et les utilisaient comme référence pour leur trajectoire. Ils identifiaient les espèces d'oiseaux dont la présence et le comportement permettent de déduire la proximité des terres. Ils reconnaissaient les courants à la couleur, à la température et au mouvement de l'eau. Ils détectaient le reflet des lagons et des récifs sur la face inférieure des nuages. Avec ces ressources, ils naviguaient systématiquement et colonisaient le plus grand océan de la planète. L'expansion polynésienne à travers le Pacifique est l'une des grandes réalisations de navigation de l'espèce humaine. Thor Heyerdahl soutint en 1947 à bord du radeau Kon-Tiki que les îles de la Polynésie orientale avaient été initialement colonisées depuis l'Amérique du Sud. Le voyage a prouvé qu'un radeau en bois pouvait traverser le Pacifique depuis le Pérou jusqu'à la Polynésie en étant porté par les courants et les vents. Cependant, la génétique moderne, l'analyse des vestiges archéologiques et les études linguistiques ont confirmé que la principale colonisation de la Polynésie a commencé à partir de Taïwan et a suivi une route vers l'est. Ce qui a été confirmé génétiquement, c'est qu'il y a eu des contacts entre les Polynésiens et les peuples sud-américains avant l'arrivée des Européens. La patate douce, une plante originaire d'Amérique du Sud, était présente en Polynésie bien avant le XVe siècle. Et l'analyse de l'ADN des anciennes populations polynésiano-américaines confirme un mélange génétique qui ne peut s'expliquer que par des contacts transpacifiques. Les îles Marshall abritent une tradition cartographique entièrement unique. Les palus, cartes à bâton, étaient des cadres en bois qui représentaient les courants et les vagues entre les îles à l'aide de bâtons courbés. Ils n'étaient pas conçus pour être transportés à bord ou consultés pendant la navigation. Ils étaient utilisés à terre pour enseigner et mémoriser les modèles marins que le navigateur détecterait ensuite directement avec son corps sur le bateau. Ce sont des artefacts sans équivalent dans aucune autre culture maritime au monde et ils démontrent un niveau d'abstraction et de systématisation des connaissances marines qui a surpris les premiers chercheurs européens qui les ont étudiés. L'Empire espagnol, une fois que Vasco Núñez de Balboa aperçut le Pacifique depuis Darien en 1513 et que Magellan le traversa pour la première fois entre 1520 et 1521, établit pendant plus de 2 siècles la route des galions de Manille, également connue sous le nom de route de l'argent. Depuis le port d'Acapulco au Mexique, des galions chargés d'argent américain traversaient le Pacifique jusqu'à Manille, aux Philippines, où ils étaient échangés contre de la soie chinoise, des épices, de la porcelaine et d'autres marchandises asiatiques. Le voyage de retour de Manille à Acapulco était notoirement dangereux. Les galions devaient remonter vers le nord jusqu'à trouver les vents d'ouest qui les ramèneraient sur les côtes américaines. Les tempêtes du Pacifique Nord, le scorbut, la soif et la faim, pendant un voyage pouvant durer 6 mois ou plus, transformaient ce commerce en une entreprise à haut risque. Les naufrages des galions de Manille dans le Pacifique Nord représentent l'une des concentrations les plus importantes au monde de trésors archéologiques sous-marins non localisés. Le plancher profond du Pacifique abrite l'une des ressources minérales les plus controversées de la planète. Les nodules polymétalliques sont des concrétions minérales qui se forment dans les sédiments océaniques
sur des millions d'années, accumulant des couches concentriques de manganèse, de fer, de nickel, de cobalt, de cuivre et d'autres métaux critiques autour d'un noyau initial, qui peut être un fragment d'os, une dent de requin ou un grain de roche. Ils croissent à un rythme de seulement quelques millimètres par million d'années. La zone Clarion-Clipperton, une région du Pacifique oriental profond qui s'étend entre Hawaï et le Mexique, contient la plus forte concentration connue de nodules polymétalliques sur la planète. On estime qu'il y a là plus de manganèse, de nickel, de cobalt et de cuivre que dans toutes les réserves terrestres connues réunies. Ces minéraux sont essentiels pour la fabrication de batteries, d'électronique et de technologies d'énergie renouvelable. À mesure que la demande pour ces matériaux augmente, l'exploitation minière des fonds marins profonds est devenue une possibilité techniquement réalisable et économiquement attractive pour plusieurs entreprises et gouvernements. Le problème est que l'écosystème de la zone Clarion-Clipperton, bien qu'il ressemble à un désert de sédiments bruns, est en réalité un habitat de très faible densité mais d'une diversité extraordinaire. Chaque nodule abrite des communautés d'éponges, de coraux, de polychètes, de crustacés et d'autres invertébrés qui ont mis des millions d'années à coloniser ces substrats durs dans un environnement où les sources de nourriture sont rares. Les perturbations sédimentaires générées par l'exploitation minière détruisent ces écosystèmes de manière sans précédent dans la géologie humaine et, selon les scientifiques, il faudrait des siècles pour qu'ils se rétablissent, si jamais cela se produit. Les expériences de perturbation des sédiments menées dans les années 1970 et 1980 montrent que, des décennies plus tard, la faune n'a pas récupéré dans les zones affectées. L'Autorité internationale des fonds marins, l'agence de l'ONU chargée de réguler l'exploitation des ressources du plancher océanique en eaux internationales, a attribué des dizaines de contrats d'exploration dans la zone Clarion-Clipperton. La décision d'autoriser ou non l'exploitation commerciale est en attente, avec des tensions entre les intérêts industriels des pays dont l'économie dépend de l'exploitation minière, les intérêts stratégiques des puissances qui souhaitent accéder aux minéraux critiques et les arguments de la communauté scientifique ainsi que de plusieurs États insulaires du Pacifique, qui estiment que la biodiversité des fonds marins profonds, largement non catalogués, pourrait être détruite avant même d'être comprise. La température moyenne de surface du Pacifique a augmenté d'environ 0,7 degrés Celsius depuis la fin du XIXe siècle. Ce chiffre, apparemment modeste, a des conséquences qui se répercutent sur tous les systèmes de la planète. La chaleur supplémentaire stockée dans l'océan modifie les schémas de distribution des courants, altère les routes migratoires de centaines d'espèces, intensifie les événements extrêmes des cycles El Niño et la Niña, et provoque le blanchissement des coraux à une échelle et une fréquence sans précédent dans les archives historiques. Le phénomène de blanchissement des coraux consiste en l'expulsion des algues zooxanthelles par le corail lorsque la température de l'eau dépasse le seuil de tolérance de la symbiose. Sans les algues, le corail perd sa coloration et jusqu'à 90% de son énergie. Si la température revient à des niveaux normaux en quelques semaines, le corail peut recoloniser. Si le stress thermique est prolongé, le corail meurt. Le blanchissement de masse dans le Pacifique, en particulier sur la Grande Barrière de Corail australienne, dans l'archipel hawaïen et sur les récifs de la Polynésie française, est devenu plus fréquent, plus sévère et plus étendu depuis les années 1990. Le blanchissement de 2016 a affecté 93% des récifs individuels de la Grande Barrière de Corail à des degrés divers. Dans certaines sections nord de la barrière, la mortalité des coraux a dépassé 80%. Le Pacifique absorbe environ 30% du dioxyde de carbone que l'humanité émet dans l'atmosphère. Cette capacité d'absorption a un coût. Le CO2 dissous dans l'eau de mer forme de l'acide carbonique qui libère des ions hydrogène et abaisse le pH de l'océan. Depuis la révolution industrielle, le pH de l'océan de surface est passé de 8,2 à 8,1.
Cette variation, qui semble faible en termes absolus, représente une augmentation de 26% de la concentration d'ions hydrogène, étant donné que le pH est une échelle logarithmique. Pour les organismes qui construisent des coquilles ou des squelettes calcaires, comme les coraux, mollusques, échinodermes et foraminifères, cette acidification entrave la calcification et, dans certains cas, dissout directement les structures déjà formées. Les larves d'huîtres sur les côtes du nord-est du Pacifique ont commencé à montrer des altérations dans la formation de leurs coquilles dans les nurseries marines, utilisant l'eau de mer. Les huîtres sauvages de l'Oregon et de Washington ont enregistré des mortalités massives de larves liées à des épisodes d'acidification locale accentués par le phénomène d'upwelling côtier. Les cyclones tropicaux du Pacifique, appelés typhons dans l'hémisphère nord et cyclones dans l'hémisphère sud, s'intensifient à mesure que l'océan se réchauffe. Un océan plus chaud fournit plus d'énergie aux systèmes de basse pression, leur permettant d'atteindre plus rapidement des niveaux plus élevés. Le typhon Haiyan de 2013, qui a frappé les Philippines, a atteint des vents soutenus de 315 km/h à son arrivée sur Terre, ce qui en faisait le cyclone tropical le plus intense jamais enregistré à ce moment-là. Il a causé la mort de plus de 6300 personnes et laissé des millions de sans-abri. Les modèles climatiques prévoient que, bien que le nombre total de cyclones dans le Pacifique puisse ne pas augmenter, ceux qui se formeront auront plus de chances d'atteindre les catégories d'intensité maximale. La fonte des glaciers dans le Pacifique Nord, en particulier en Alaska et dans les montagnes d'Asie centrale qui se jettent dans le Pacifique, apporte des quantités croissantes d'eau douce dans l'océan. Cet apport d'eau douce, moins dense que l'eau salée, peut interférer avec les schémas de circulation thermohaline qui entraînent les courants océaniques profonds. Le courant subsuperficiel du Pacifique Nord, qui transporte de l'eau profonde, froide et riche en nutriments vers la surface, est sensible à ces perturbations. S'il s'affaiblit, la productivité biologique dans certaines des zones de pêche les plus importantes au monde pourrait être fortement réduite. L'élévation du niveau de la mer, conséquence combinée de la fonte des calottes polaires et de l'expansion thermique de l'eau océanique, constitue une menace existentielle pour plusieurs États insulaires du Pacifique. Les nations de l'océan Indien telles que Kiribati, Tuvalu, les îles Marshall et la République des Maldives ont des altitudes moyennes de seulement 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Certains atolls de Kiribati sont déjà abandonnés. Le gouvernement de Kiribati a acheté des terres aux Fidji comme mesure de précaution pour le déplacement de sa population. Les îles Marshall ont entamé des négociations diplomatiques sur leur futur statut d'État, au cas où leur territoire disparaîtrait sous les eaux. Ce sont les premiers cas dans l'histoire où des communautés humaines planifient leur relocalisation forcée en raison de l'élévation du niveau des océans. Le Pacifique, le plus grand océan de la planète, est également le théâtre des premières conséquences directes du réchauffement climatique sur l'habitat. Les nodules polymétalliques ne sont pas les seules ressources au fond du Pacifique à susciter un intérêt économique. Les croûtes ferromanganésiennes, qui recouvrent les pentes et les sommets des monts sous-marins comme une couche de peinture, contiennent de fortes concentrations de cobalt, de platine, de titane et d'autres métaux stratégiques. Dans certaines chaînes de montagnes sous-marines du Pacifique central, ces croûtes ont des épaisseurs de plusieurs centimètres et des concentrations en cobalt qui dépassent de plusieurs ordres de grandeur celles des gisements terrestres de meilleure qualité. Les évents hydrothermaux actifs génèrent des dépôts de sulfure polymétalliques, riches en cuivre, zinc, plomb, or et argent. Dans le Pacifique, des dizaines de champs hydrothermaux actifs contenant des dépôts potentiellement exploitables ont été identifiés. Tous coïncident avec des écosystèmes biologiques d'une très grande singularité, ce qui rend la décision de leur exploitation
l'un des dilemmes éthiques et réglementaires les plus complexes de la politique environnementale contemporaine. La réglementation des ressources du Fonds marin international, dite zone sous la juridiction de l'Autorité internationale des fonds marins, est sans précédent dans tout autre contexte de gouvernance mondiale. Contrairement aux ressources du sous-sol terrestre, qui appartiennent aux États où elles se trouvent, les minéraux du plancher océanique en eaux internationales sont déclarés par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer comme le patrimoine commun de l'humanité. Cela signifie que leur exploitation, lorsqu'elle est autorisée, doit générer des bénéfices répartis entre tous les États, avec priorité aux pays en développement. En pratique, les contrats d'exploration ont été attribués principalement à des entreprises et à des États disposant de capacités technologiques avancées, tandis que les pays insulaires du Pacifique, qui seraient les plus affectés sur le plan environnemental par l'exploitation en eau profonde, ont une influence politique limitée dans le processus décisionnel. Le Pacifique est l'océan le plus étudié au monde en termes absolus, compte tenu du volume des recherches océanographiques mondiales, et en même temps, il reste le plus méconnu proportionnellement à sa taille. Chaque expédition d'exploration du plancher océanique profond rencontre invariablement des organismes non décrits. Le Monterey Bay Aquarium Research Institute, qui opère des submersibles télécommandés dans les profondeurs du Pacifique oriental, a catalogué des dizaines de nouvelles espèces lors de chaque campagne d'exploration au cours des 20 dernières années. Lors d'une seule expédition sur la chaîne de montagnes sous-marines Davidson en 2019, plus de 20 nouvelles espèces ont été documentées en quelques jours. Les monts sous-marins du Pacifique sont pour la plupart des points de concentration de biodiversité encore peu étudiés. Ce sont des élévations du plancher océanique qui n'atteignent pas la surface et agissent comme des obstacles pour les courants profonds, générant des remontées d'eau riches en nutriments qui nourrissent des communautés biologiques denses sur leurs sommets et leurs pentes. Le Pacifique contient des milliers de ces monts sous-marins, dont la plupart n'ont pas été cartographiés en détail et n'ont fait l'objet d'aucune exploration biologique. On estime que chaque mont sous-marin abrite certaines espèces endémiques qui ne vivent nulle part ailleurs. Si cette estimation est correcte, le nombre d'espèces encore non décrites dans le Pacifique profond est potentiellement énorme. Le bruit océanique est un autre territoire inexploré. Le Pacifique profond n'est pas silencieux. Les cachalots communiquent avec des schémas de clics qui peuvent parcourir des centaines de kilomètres. Les baleines à bosse produisent des chants qui évoluent d'année en année, avec de nouvelles phrases et structures se propageant d'un individu à l'autre à travers tout le Pacifique en quelques mois, dans une dynamique culturelle sans pareille chez les animaux non humains. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, le trafic maritime et le sonar militaire modifient l'environnement acoustique de l'océan. Comment ce bruit d'origine humaine affecte l'orientation, la communication et le comportement des grands cétacés est une question à laquelle la science tente encore de répondre avec des données suffisantes. En 1997, des hydrophones du système de surveillance acoustique sous-marine de la NOAA, initialement conçus pour détecter les sous-marins pendant la guerre froide, ont capté un son extraordinairement puissant provenant du Pacifique Sud. Le son, surnommé The Bloop par ceux qui l'ont analysé, était de basse fréquence et atteignait des niveaux de pression acoustique détectables par plusieurs stations séparées de milliers de kilomètres. Il ne correspondait à aucun son connu d'origine humaine ou biologique dans les bases de données disponibles. Pendant des années, il a été présenté comme l'un des grands mystères acoustiques de l'océan. En 2012, la NOAA a conclu que la signature acoustique était cohérente avec le bruit généré par le mouvement des glaces antarctiques. Mais l'histoire du bloop illustre quelque chose de plus important que sa propre explication. Le Pacifique produit des sons que la science ne peut pas identifier immédiatement, et son espace acoustique profond n'est pas encore entièrement compris.
Les modèles de répartition de certaines espèces du Pacifique restent inexpliqués. Le requin-baleine, le plus grand poisson du monde, mesurant plus de 12 mètres de long, disparaît pendant des mois à des profondeurs où les trackers satellitaires ne fonctionnent pas. Des études de marquage ont suivi certains individus jusqu'à plus de 1800 mètres de profondeur. Ce qu'ils font là-bas, s'ils se reproduisent en pleine mer ou dans des zones spécifiques, où ils mettent bas, combien de temps ils vivent, sont des questions auxquelles la biologie marine ne peut pas encore répondre avec des données directes. Les seuls enregistrements de petits de requins-baleines dans leur environnement naturel sont anecdotiques. La naissance d'un requin-baleine n'a jamais été observée ni enregistrée. Les coraux des grandes profondeurs du Pacifique poussent dans l'obscurité totale à des températures proches de zéro et à des profondeurs de centaines ou de milliers de mètres. Contrairement aux coraux des eaux chaudes, ils ne dépendent pas des eaux xanthelles photosynthétiques. Ils se nourrissent en filtrant les particules organiques de l'eau. Certains de ces coraux ont plus de 4000 ans, ce qui en fait certains des organismes vivants les plus anciens connus. Les coraux noirs du genre Leiopathe, trouvés au large des côtes hawaïennes à environ 300 mètres de profondeur, ont, selon la datation au radiocarbone, plus de 4200 ans. Ces organismes étaient vivants lorsque les pyramides de Gizeh étaient en construction. Et la plupart de leurs habitats dans le Pacifique profond n'ont jamais été visités. Le Pacifique recèle également des secrets géologiques indéchiffrables. Dans le Pacifique Nord, il existe une région où les anomalies magnétiques du plancher océanique ne correspondent pas bien au modèle standard d'expansion du fond marin. Dans le Pacifique central, le plateau d'Ontong Java, l'une des plus grandes provinces ignées océaniques de la planète avec plus de 2 millions de kilomètres carrés de lave basaltique solidifiée, s'est formé il y a environ 120 millions d'années sur une période géologiquement très courte. L'énergie nécessaire pour produire un tel volume de magma en si peu de temps, ainsi que le mécanisme exact qui l'a généré, reste l'objet d'hypothèses concurrentes. Certains modèles proposent un superpanache mantélique d'une ampleur sans équivalent dans les archives géologiques modernes. Le Pacifique produit 50% de l'oxygène de la planète grâce au phytoplancton qui prospère à sa surface. Il régule le climat mondial grâce à sa capacité à absorber et redistribuer la chaleur. Il soutient plus de 3 milliards de personnes en tant que source principale de protéines animales. Il produit des phénomènes météorologiques qui affectent des côtes situées à des milliers de kilomètres. Il abrite plus de la moitié de la biodiversité marine connue. Et pourtant, après des siècles de navigation et des décennies d'océanographie systématique, plus de la moitié de son fond n'a pas été exploré avec un instrument capable de voir ce qui s'y trouve. Les mystères du Pacifique ne sont pas les vestiges d'une ignorance ancienne attendant d'être balayée par la science moderne. Ils constituent le territoire actif de la recherche contemporaine, l'horizon vers lequel la biologie marine, la géologie, l'océanographie physique, la biogéochimie et l'astrobiologie progressent simultanément. Chaque découverte soulève de nouvelles questions. Chaque expédition sur le plancher océanique profond rencontre des organismes que la science n'avait pas classifiés et des processus que les modèles n'avaient pas prévus. Le Pacifique n'est pas une énigme du passé, c'est une énigme du présent, et il est très probable qu'il le restera pour les générations futures de scientifiques. Les outils disponibles pour explorer le Pacifique profond ont considérablement progressé au cours des dernières décennies. Les véhicules télécommandés ROV permettent de descendre à plusieurs milliers de mètres de profondeur avec des caméras haute définition, des bras articulés pour collecter des échantillons et des capteurs capables de mesurer en temps réel la température, la salinité, la pression, l'oxygène dissous et la fluorescence. Le séquençage de l'ADN environnemental, qui consiste à analyser le matériel génétique présent dans un échantillon d'eau de mer pour détecter quels organismes s'y sont passés récemment, transforme la capacité des océanographes à estimer la biodiversité des zones jamais visitées directement.
Un seul échantillon d'eau du Pacifique profond peut révéler la présence de dizaines d'espèces grâce aux traces de leur ADN, sans avoir besoin d'observer directement un individu. Ces techniques accélèrent le rythme de découverte de nouvelles espèces dans les océans profonds, tout en révélant combien l'image reste incomplète. Le Pacifique possède également une dimension acoustique dont la complexité ne fait que commencer à être comprise. Les grands cétacés utilisent le canal SOFAR, une couche d'eau en profondeur moyenne où la vitesse du son atteint son minimum et où les ondes acoustiques sont piégées, pouvant se propager sur des milliers de kilomètres sans se disperser pour communiquer à des distances transocéaniques. Les cachalots ont des répertoires de clics appelés codas, qui varient entre les groupes sociaux de la même manière que les dialectes varient entre les communautés humaines. Les groupes de cachalots du Pacifique et de l'Atlantique ont des codas distincts, et au sein du Pacifique, différents clans possèdent des répertoires que les chercheurs ont appris à distinguer. Ce niveau d'organisation culturelle chez une espèce non humaine, transmis par apprentissage social entre générations, place les cachalots parmi les animaux ayant la vie culturelle la plus complexe sur la planète.